女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。S'il y eut bien une période de l'histoire du Japon hautement criminogène et vectrice d'une misère incroyable, c'est bien celle de l'immédiate après-guerre, et je sais que je vous en ai déjà beaucoup parlé. S'il est vrai que l'économie parallèle, principalement alimentée par les Yakuza, a pu nourrir les populations urbaines et maintenir un semblant d'équilibre pendant des années, celles qui précédèrent le miracle économique des années 50, elle n'a pas été sans conséquences pour les populations rurales laissées à l'abandon et souvent exploitées par les pontes du marché noir sans scrupules. Les campagnes japonaises, souvent isolées et mal desservies, ont été les grandes oubliées de cette époque terrible. La maladie et la malnutrition y ont fait des ravages jusqu'à l'aube des années 50 et la grande misère dans laquelle vivaient ces populations a été, une fois de plus, le terreau fertile de crimes violents et désespérés. Dès la capitulation et la mise en place d'un gouvernement de transition corrompu à souhait, les grandes familles Yakuza regroupées autour de figures telles que Kodama Yoshio ou Machi Hisayuki organisèrent l'approvisionnement en produits de première nécessité dans les grandes villes japonaises ravagées par les bombardements et privées de moyens de production ou de transformation. Malgré les années de guerre et la mort de nombreux fils, frères et pères sur les différents fronts, les femmes et les aînés avaient peu à peu réussi à maintenir les cultures et l'élevage et à produire, certes en moindre quantité, de quoi nourrir les familles restées là et même revendre un peu aux urbains pour acheter ce qu'ils ne pouvaient pas cultiver. C'est dans ce marché noir qui n'en était pas vraiment un que les gangs ont puisé leur premier élan commerçant organisant l'approvisionnement des plus aisés dans un Japon rationné par l'effort de guerre. En 1945, lorsque le pays fut partiellement livré à lui-même, ce que certains avaient pu qualifier de profiteurs de guerre se retrouvèrent les seuls à même de mettre en place un semblant d'économie, mais surtout de trouver du riz pour tout le monde. Très vite, Tokyo, Osaka, Kobe virent de nombreux magasins ouvrir leurs portes et de gros sacs de riz blancs et nutritifs refaire leur apparition. Mais tout cela eut un prix terrible et dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Dans les campagnes japonaises, mois après mois et dès 1945, les récoltes de riz étaient préemptées par les Yakuza qui, certes, payaient bien les cultivateurs qui les leur vendaient, mais de fait, privaient les populations locales de cette nourriture vitale. Certes, beaucoup en cachaient, mais gare à ceux qui ne déclaraient pas toute leur récolte aux lieutenants acheteurs souvent impitoyables. Les résultats ne se firent pas attendre et très vite, les populations rurales furent à leur tour frappées par la famine. C'est dans ces campagnes miséreuses que l'affaire dont je vais vous parler prend place. Certes, ce n'est pas le crime qui a eu le plus de retentissement et plus personne ou presque ne s'en souvient. Mais si j'ai choisi de concentrer ma curiosité sur ce cas, c'est qu'il représente à mes yeux un exemple parfait de cette misère insupportable qui fit le lit de tant de drames humains. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une mère de famille que la faim a rendue folle, celle de Yamamoto Hiroko. Yamamoto Hiroko est née le 30 mai 1915 dans le village de Sugano, près de la ville de Nishiaraki, aujourd'hui rebaptisée Himeji. Elle était ce que l'on appelait une enfant illégitime, fruit d'une relation adultère entre une mère danseuse et demi-mondaine et un notable rural et propriétaire terrien qui ne s'occupa jamais d'elle. Fille unique, elle grandira chez ses grands-parents agriculteurs qui lui donneront une bonne éducation, le goût du travail et de la famille. Sa mère, qui travaillait dans des cabarets de Nishiaraki et de Kobe, économisait sou par sou pour envoyer sa fille à l'école et lui donner l'instruction qu'elle n'avait pas pu avoir. Dès la primaire, Hiroko se montrera bonne élève, intelligente, sage et travailleuse. Elle arrivera au collège avec la meilleure moyenne de son école et aura droit à une bourse impériale pour poursuivre ses études. À 16 ans, elle obtiendra son certificat de fin d'études secondaires brillamment et entrera dans une école d'infirmière dont elle ressortira diplômée 3 ans plus tard. Depuis sa plus tendre enfance, sa mère cultivait aussi chez elle l'amour des arts et lui enseigna la danse, le shamisen dont elle jouait en virtuose et le piano. Affectée dans un petit dispensaire rural non loin de son village natal, la jolie jeune fille eut vite beaucoup de succès auprès de la gente masculine locale et plus d'un lui firent une cour effrénée, dont un jeune médecin qui demanda même sa main.
Hiroko en fit part à sa mère, ravie de ce brillant avenir qu'un tel mariage pourrait lui offrir, mais se vit opposer un violent refus de ses grands-parents qui avaient déjà pensé à quelqu'un pour elle depuis longtemps. Et puis ce garçon, si brillant et médecin qu'il puisse être, avait du sang coréen par sa grand-mère, et pour la famille, il était hors de question qu'une telle personne entre dans le cercle et surtout fasse des enfants métis à leur précieuse petite. Alors à 20 ans, un peu forcé par un grand-père, seul homme de la famille, et qui donc décidait pour femme, fille et petite-fille, elle épousa un jeune agriculteur de Kanno, un village voisin du sien, et partit s'installer chez lui, quittant travail et hôpital, musique et danse. Renouant avec son enfance rurale, elle reprit le chemin de la ferme et avec son mari exploita la petite propriété rizière de 2 hectares, élevant quelques volailles, cochons et une paire de vaches pour subvenir à leurs besoins et à ceux des enfants qui ne cessaient d'arriver. En effet, Hiroko tomba enceinte chaque année qui suivit ses épousailles et eut ainsi 7 enfants dont seulement 4 survivront. En 1937, son mari fut mobilisé et envoyé en Chine dans les troupes coloniales pour la seconde guerre sino-japonaise qui venait d'éclater, laissant Hiroko seule pour s'occuper de la propriété et enceinte jusqu'aux yeux. Très vite, elle se mit en coopération avec d'autres femmes comme elle, dont les maris étaient partis au front et partant au champ de concert, tandis que d'autres gardaient les enfants. Moins d'1 an plus tard, l'homme rentra de Mandchourie blessé au ventre et surtout tombé dans l'alcool comme beaucoup de ses frères d'armes. C'était une pratique courante dans les troupes coloniales que d'arroser copieusement les soldats d'alcool fort pour leur donner du cœur au ventre et surtout oublier les horreurs qu'ils y commettaient. Il restera 3 mois auprès de sa femme et de ses enfants, le temps pour lui de se remettre de sa blessure, de dépenser le peu d'argent gagné par Hiroko dans les bistrots et de lui faire un autre enfant. Cette fois, il restera loin des siens pendant 3 ans et revint encore plus abîmé physiquement et mentalement, alcoolique comme jamais et rongé par une gonorrhée contractée dans les bordels de campagne et qu'il se fit un devoir conjugal de transmettre à son épouse. Cette infection lui vaudra de perdre son enfant une nouvelle fois. Restée en contact avec ses anciennes collègues du dispensaire, elle réussira à se procurer des antibiotiques et se soigner, elle et son mari, trop saoul pour se prendre en main et aller dans un hôpital militaire où ce genre de traitement était courant et surtout gratuit. Remis sur pied et impatient de repartir, il fut remobilisé et envoyé en Malaisie au sein de la célèbre Daini Jugogun, la 25e armée du lieutenant-général Yamashita Tomoyoki. Il y passera le reste de la guerre et rentrera à la fin de l'année 1945, blessé à la tête et atteint d'une infection pulmonaire attrapée dans l'enfer tropical. Incapable de travailler et saoul du matin au soir, Hiroko ne vit pas vraiment la différence, à part peut-être qu'elle avait une bouche de plus à nourrir. Enfin, bientôt 2 si elle en croyait son ventre qui s'arrondissait. Déjà mère de 4 enfants qu'elle avait du mal à nourrir, elle travaillait depuis quelques années pour un fermier de la région qui cherchait toujours des petites mains pour l'aider à acheminer son grain jusqu'aux coopératives de Nishiaraki, en échange d'un maigre salaire ou de semences pour sa propre exploitation. Ce travail rude et presque inhumain consistait à transporter de lourds sacs de grains, blé ou riz sur des dizaines de kilomètres, qu'il neige, qu'il pleuve ou sous un soleil de plomb. Malnutrie et épuisée, elle perdra l'enfant pendant l'un de ces transports harassants. Forcée à s'arrêter quelque temps, elle se verra contrainte de céder une partie de ses terres à un gros propriétaire terrien du village, M. Kaneshiro Yoshio, ce qui lui permit de nourrir ses enfants quelque temps, mais aussi d'abreuver son mari toujours oisif et parfois violent. En 1946, des hommes en costume et qui conduisaient de belles voitures étaient venus d'Osaka et d'Okayama pour faire affaire avec les grands fermiers de la région et payer le riz et le blé rubis sur l'ongle et au double de son prix d'avant-guerre. Régulièrement, des camions venaient charger des milliers de sacs que leur fournissaient des dizaines de gros propriétaires, eux-mêmes alimentés par de plus petits exploitants, souvent secondés par des ouvriers agricoles aux abois ou de micro-propriétaires comme les Yamamoto. Alors, chaque jour, Hiroko travaillait dans les champs, les rizières et les fermes de la région, creusant la terre et transportant des sacs plus lourds qu'elle pour nourrir ses 4 enfants et son mari. Lors de son dernier travail de transport en date, elle avait choisi de se faire payer en semences, espérant ensemencer le petit lopin de terre qui lui restait pour, elle aussi, tenter de vendre son grain au meilleur prix et assurer un hiver plus confortable à sa famille.
Devant tout de même acheter lait et viande pour ses enfants, elle commencera à vendre les quelques effets personnels de valeur qui lui restaient et qui, pour la plupart, lui venaient de sa mère adorée. Ce fut un véritable déchirement pour elle, mais la survie des siens en dépendait. Entre-temps, son mari était tombé encore plus malade et son alcoolisme avait fini par affecter son foie, déjà attaqué par le virus qu'il avait contracté en Malaisie. La mort dans l'âme, elle dut vendre son précieux chamisem pour payer le médecin. Pour elle, il suffisait d'attendre un peu que la récolte miraculeuse n'arrive et tout rentrerait dans l'ordre. Mais une météo catastrophique et des semences de piètre qualité vinrent briser les rêves de la mère de famille aux abois et bientôt, elle se retrouva sans le sou et sans nourriture. Prise à la gorge, elle se vit contraindre de vendre le dernier objet de valeur qui lui restait, un petit peigne en écaille de tortue et en argent hérité de sa mère qu'elle portait parfois pour les occasions spéciales et qui faisait l'admiration de toutes, surtout celle de Madame Kaneshiro Kikuyo, la riche propriétaire dont le mari rachetait les terres au gré de ses fortunes céréalières. Sachant son intérêt pour l'objet, elle se fit violence et alla le lui vendre. Satisfaite de cette nouvelle petite victoire sur celle qu'elle avait toujours considérée comme une petite prétentieuse, car elle savait lire et écrire et même avait fait des études, elle savoura sa domination et lui fit remarquer que l'objet était fondu et qu'il manquait un des montants d'argent. Elle lui jeta quelques pièces sur la table, très très loin de la valeur réelle de cet objet de famille, et Hiroko accepta, courbant l'échine et contrainte par l'obligation de nourrir ses enfants et soigner son mari. Les quelques yens servirent à payer le médecin et les injections de l'époux malade et à acheter un peu de riz et des maquereaux. Très affaiblie par le manque de bonne nourriture, devant rationner la viande et le poisson pour nourrir 4 enfants en pleine croissance, elle ne pouvait plus travailler chaque jour au transport de marchandises comme elle avait pu le faire avant, alors elle dut se résigner à trouver une autre activité lucrative et moins physique pour subvenir aux besoins des siens. Bien sûr, elle aurait pu reprendre son travail d'infirmière au dispensaire où elle travaillait et qui était devenu un hôpital. Elle aurait pu faire la classe aussi, après tout elle avait fini le lycée avec son diplôme en poche et avait même obtenu celui d'infirmière, mais voilà. Son mari, alité, de moins en moins capable de faire quoi que ce soit et ses 4 enfants exigeaient d'elle une présence quasi permanente qui ne lui permettrait pas d'être partie 10 heures par jour. Alors, après avoir mangé le dernier cochon, fini la récolte de légumes de l'été, elle prit une décision, celle de retenter l'expérience agricole sur le petit lopin de terre dont elle restait propriétaire. Les Kaneshiro lui proposaient régulièrement de le lui racheter, mais elle continuait à refuser, s'accrochant à ses quelques arts comme à la vie. Mais pour acheter semences et porcelets, il allait lui falloir emprunter, et bien sûr, en ces temps de misère et de survie, elle ne connaissait personne qui puisse lui prêter cette somme rondelette. Enfin, si. Justement, elle connaissait bien quelqu'un, la seule qui puisse le faire d'ailleurs. Depuis la maladie de son mari, que l'argent n'avait pu protéger contre la tuberculose, Madame Kaneshiro avait repris les choses en main, et d'une main de fer qui plus est. Surnommée Baba, la vieille rombière, elle était aussi crainte que moquée pour son caractère exécrable et surtout sa propension à étaler sa fortune et à grands coups de mauvais goût, prenant ses acheteurs mafieux en costume croisé pour des gentlemen. La mort dans l'âme, Hiroko prit son courage à 2 mains, ravala sa fierté et se rendit chez les Kaneshiro. Elle avait en tête de négocier un prêt, non pas en espèces mais en nature, espérant obtenir de meilleures conditions, mais surtout pas d'intérêt, ce qui l'aurait mise dans une situation encore plus inextricable. La propriété de la vieille chouette et de son mari s'étendait maintenant sur des dizaines d'hectares et vous ne pouviez pas traverser le village sans marcher sur leurs terres. Hiroko contempla avec envie ses ouvriers qui préparaient la terre pour les plantations maraîchères et inondaient les rizières. Elle passa près de la porcherie où une 50aine de cochons bien gras continuaient d'en faire, couchés sous le soleil de printemps, puis elle traversa un verger en fleurs, les étables pleines de veaux nouveau-nés et de bœufs grassouillés, et longea le vaste poulailler où picoraient une centaine de volatiles. La vieille ferme qu'elle avait connue n'avait pas tellement changé, on sentait que l'argent gagné récemment à la sueur du front d'autrui avait du mal à sortir, cette tradition paysanne de la peur de manquer ou de se faire détrousser par des malfaisants. Le vieux couple de nouveaux riches avait cependant fait les frais d'un changement de toiture et avait opté pour de la tuile bleue, apanage des riches familles, histoire de montrer que, quand même, on avait beau être pingre, on n'en était pas moins riche. La vieille Kikuyo reçut la mère de famille qui avait l'air épuisée et la fit asseoir dans l'ancien bureau de son époux que l'on entendait tousser comme un perdu dans toute la maison.
Hiroko lui fit sa demande sans détour, rappelant que leurs deux familles avaient toujours entretenu de bons rapports par le passé. Il lui fallait 50 livres de semences de blé pour ses plantations, 50 kilos de riz pour nourrir sa famille en attendant les récoltes et un porcelet. La vieille dame accepta sa requête et, attrapant l'un des seuls téléphones de la région, appela son avoué. L'homme de loi arriva une trentaine de minutes plus tard dans sa belle et pétaradante Toyota AA et rédigea un document, une reconnaissance de dette qu'il fit signer à la jeune femme, étonnée qu'il fût de la voir lire le papier. Il stipulait que la marchandise prêtée représentait une valeur de 16 000 yens de l'époque, une belle somme, et devrait être remboursée en espèces et lorsque le créditeur le déciderait, et ce dans un délai de 6 mois. En cas de non-paiement lors de la collecte, la prêteuse majorerait la somme de 10% par mois. Acculé, Hiroko n'eut pas d'autre choix que de signer, un peu rassuré par la mère Kaneshiro qui lui promettait de ne pas anticiper la créance et de la laisser faire sa récolte avant de la rembourser. Elle prit son trésor et fit plusieurs allers-retours jusqu'à la maison portant sacs et bétail à dos de femme. Elle travailla son sol et traça ses sillons seule, puis le soir venu, fourbure rentra préparer le dîner pour son mari et ses enfants. Lorsqu'elle défit les liens du gros sac de riz, une étrange odeur s'en échappa, elle l'ouvrit plus grand et en éclaira le contenu. Ce n'était pas et n'avait jamais été du riz blanc, mais une variété de riz brun bon marché, que l'on appelle Nitto et qui, pour ne rien arranger, commençait à tourner et avait déjà développé une fine couche de moisissure en son milieu. Trop fatiguée pour aller se plaindre, elle lava le riz gâté à grande eau et le fit cuire pour le dîner. Tout le monde fit la grimace, mais après tout, ils avaient quelque chose à manger. Le lendemain, elle se leva à l'aube et entreprit d'ensemencer sa parcelle, mais là encore, il y avait un petit problème. En ouvrant le premier sac de grains, une grosse quantité de poussière en sortit et en y plongeant la main, elle s'aperçut que nombre de balles étaient vides. Les 4 autres sacoches contenaient le même genre de blé qui n'avait rien d'une semence mais tenait plus de ce que l'on balait dans les greniers. Ivre de colère, Hiroko prit un échantillon de ce que la vieille Kaneshiro lui avait vendu et se dirigea d'un pas décidé vers la ferme de la voleuse. À peine réveillée, la femme de 69 ans savourait son petit déjeuner lorsqu'elle vit la jeune femme arriver dans sa cour. Elle se leva et alla l'accueillir devant la porte, lui demandant ce qu'elle voulait. Versant une partie de ce qu'elle avait amené avec elle devant Kaneshiro, elle lui expliqua avec peu de courtoisie qu'elle souhaitait avoir ce qu'elle avait acheté immédiatement et ne voulait pas des marchandises pourries qu'elle essayait de lui refiler. La vieille femme, elle, narquoise et posée, lui rétorqua que ce qu'elle lui montrait là n'était pas du tout ce qu'elle lui avait vendu la veille et accusa Hiroko d'essayer de l'entourlouper. Elle prétendit lui avoir fait donner du riz blanc de première qualité et des semences de blé sélectionnées. Pour appuyer ses dires, elle interpella le journalier qui avait préparé les sacs et qui, sans grande surprise, confirma les dires de sa patronne. Hiroko, excédée et sûre de l'arnaque, ne mâcha pas ses mots et promit un procès à la vieille femme qui ne sembla pas ébranler le moins du monde. Tout du moins, se dit-elle, elle ne me demandera pas de la payer de sitôt. La malheureuse passa le reste de sa journée à trier le grain qu'elle pourrait bien semer et en sauva à peine le quart qu'elle mit en terre sans trop y croire, puis fit la même chose pour le riz brun qui devait constituer le socle alimentaire de sa famille jusqu'à l'automne. Elle dut en jeter une grande quantité, déjà pourrie, et passa des heures à laver le reste pour le débarrasser de la moisissure, puis le sécher à nouveau pour qu'il ne pourrisse pas. Le porcelet, lui, fort heureusement, semblait en pleine forme. Malgré sa condition physique dégradée, Hiroko reprit le chemin des champs et des chemins et travailla dur, comme ouvrière agricole, pour nourrir les 5 ventres affamés qui l'attendaient chaque soir. Les enfants grandissaient et avaient toujours faim, la santé de son mari se dégradait et les soins coûtaient de plus en plus cher. Le seul bon point dans cette situation, c'est qu'il ne pouvait plus boire d'alcool tellement il était malade, ce qui lui faisait faire de belles économies. Un mois à peine après l'incident du riz et du blé, le mari de Hiroko l'informa qu'un ouvrier de chez Kaneshiro était passé pendant qu'elle était au travail et qu'il avait fait porter une lettre de créance de la part de ses patrons, réclamant le remboursement immédiat des 16 000 yens. N'ayant pas oublié ce qui s'était passé, Hiroko froissa le document et le jeta dans la cuisinière à bois. Quelques semaines passèrent et, à nouveau, Hiroko trouva une lettre de relance glissée sous sa porte. La somme était majorée de 10%, comme promis.
Le lendemain, son mari l'informa qu'un homme était passé durant la journée, un homme de loi, et qu'il avait informé de ce qui se passerait s'il ne remboursait pas les Kaneshiro immédiatement, intérêt et principal, et invoqua la police, le juge et même l'expropriation. La jeune femme, épuisée à tous les niveaux, savait dès le début que le couple infernal n'en avait qu'après son lopin de terre et se fichait pas mal de les aider. Ils n'avaient jamais aidé personne et continuaient à exploiter leurs ouvriers, payer une misère et corvéable à merci, le plus souvent sous les insultes et les coups de pied. Le lendemain, Hiroko ne put pas aller travailler, elle avait des vertiges, des nausées, une forte fièvre et un mal de tête à périr. Il n'était pas question pour elle d'aller chez le médecin, les quelques pièces qui restaient dans le porte-monnaie étaient les dernières avant un moment et réservées pour les enfants. D'ailleurs, ses 3 filles et son fils étaient pleins de maux de ventre aussi. Alors par sécurité, malgré les douleurs, elle vidangea la réserve d'eau qui alimentait la maison et la remplaça par de la fraîche qu'elle alla tirer à la pompe, seau après seau. Le soir, lorsque ses enfants rentrèrent, ils la trouvèrent couchée par terre, brûlante de fièvre. Les aînés la couchèrent et lui donnèrent du bouillon clair, mais chaud pour la retaper un peu. La fille aînée, qui s'occupait souvent de ses cadets malgré son jeune âge, prépara le dîner, mais vint rapporter à sa mère que le riz de la veille était couvert de moisis et que celui, cru qu'elle avait voulu prendre dans la caisse pour en refaire cuire, avait pris une couleur verdâtre et sentait le champignon. Les enfants dînèrent de quelques œufs et d'un bouillon de radis. Le jour d'après cet incident, un homme vint à nouveau frapper à sa porte, mais il n'était plus seul. La mère Kaneshiro se tenait à ses côtés, l'air triomphant et le regard mauvais, tirant de petites bouffées sur sa cigarette américaine. Hiroko, qui tenait à peine sur ses jambes, la reçut sur le pas de sa porte et lui demanda ce qu'elle voulait. Ce qu'elle exigeait, devrais-je dire, était simple. Elle voulait que son argent, majoré de 30%, puisqu'elle avait 3 mois de retard, lui soit rendu immédiatement, car elle en avait besoin pour marier sa fille cadette. Prenant un faux air compatissant, elle lui assura que si elle ne pouvait pas s'acquitter de sa dette, une simple signature sur un acte de propriété ferait largement l'affaire. Hasard extraordinaire, elle en avait d'ailleurs un sur elle et son valet de pied le posa sur la table. La vieille chouette la salua, lui fit un grand sourire plein de ses dents jaunies par la nicotine et prit congé, non sans lui avoir donné un délai d'1 semaine avant l'exécution de la menace. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rembourser une telle somme, et puis elle devait déjà de l'argent au poissonnier, au marchand de plants et à l'agriculteur qui lui avait vendu les 4 poules qui lui permettaient de donner des œufs à ses enfants. Le 9 juin 1949, Hiroko, toujours malade et qui commençait à avoir des hallucinations, partit au marché et y vendit son cochon qui avait un peu grandi mais peu grossi, puis, prenant l'argent de la vente, partit négocier sa dette chez la Baba Kaneshiro, espérant un peu de compassion, voire d'humanité au vu de sa situation. Elle lui proposa les 5000 yens qu'elle avait tirés de son cochon comme acompte et lui demanda de prolonger la durée de son remboursement sans faire courir d'intérêt. La vieille femme prit l'argent et le glissa dans la poche de son tablier, alluma une cigarette, puis signifia à Hiroko que cela ne changeait rien et qu'elle lui devait toujours la somme prévue, insistant sur la date butoir qui avançait à grands pas. Le cerveau embrumé par la maladie et la colère, la jeune femme rentra chez elle en titubant et pour le reste de la journée, rumina sa colère et sa haine pour cette femme dont la cruauté semblait sans limite. Quand elle y repensait, son mari lui avait toujours été gentil avec elle, la payant mieux que les autres quand elle y travaillait comme porte-fée, il lui donnait même un beignet de poulet ou du bœuf épicé en plus quand elle mangeait sur place. Et puis, à l'époque où il n'était pas encore rongé par la tuberculose, il n'avait jamais tenté de la tripoter comme il avait l'habitude de le faire avec les autres ouvrières agricoles. Le bruit courait même qu'il n'était pas forcément innocent dans l'épidémie de grossesse qui suivait souvent les moissons. Elle n'avait pas à se plaindre, il l'avait toujours traitée avec respect. Elle, par contre, la vieille rombière tabagique, le respect semblait lui être aussi étranger que l'humanisme et l'hygiène dentaire. Hiroko était là, assise devant sa cuisinière à bois éteinte. Ses enfants étaient rentrés, mais elle ne les avait même pas vus ou entendus. Ils lui parlèrent, mais elle n'entendit rien. Comme mue par une force étrange, elle se leva, sortit de la maison et s'arrêta brièvement dans le petit abri où elle stockait ses outils. Elle attrapa une kamma, ces petites faucilles japonaises droites, qu'elle avait justement aiguisées quelques jours plus tôt dans l'espoir d'aller aider un voisin à récolter son maïs contre quelques pièces. Il était très tard et la nuit était là.
Le village était désert. Elle marcha un long moment, longeant les rizières et les champs de blé. Vers 1 heure du matin, elle arriva enfin à la ferme des Kaneshiro. L'endroit était silencieux et désert lui aussi. Elle entra et parcourut le rez-de-chaussée à la recherche de la voleuse. Très vite, elle tomba sur une chambre dont elle fit coulisser la porte et vit la vieille femme endormie. L'odeur de tabac froid était à peine couverte par un parfum d'encens qui finissait de se consommer sur un petit autel dont la bougie éclairait encore les dorures. Sans précaution, elle traversa la pièce, sa faucille à la main, et tomba lourdement sur la mère Kaneshiro qui n'eut le temps d'ouvrir qu'un œil avant que le premier coup de l'outil tranchant ne lui entaille profondément la gorge. Pendant quelques secondes, Hiroko se déchaîna et déchira la vieille femme d'une trentaine de coups mortels sur tout le haut du corps. Puis elle se leva, regarda la vie quitter le corps de sa victime et marcha jusqu'au grand placard coulissant et entrouvert. Elle l'ouvrit en entier et vit toutes sortes de kimonos et de tenues occidentales de prix. Apercevant un grand furoshiki de voyage, elle y glissa les vêtements, tassant tant qu'elle pouvait pour en prendre le maximum. Après avoir retiré un large kimono de cérémonie de son cintre, elle vit une poignée en inox briller au fond du placard, contre le mur. Elle s'en saisit et vit qu'elle ouvrait une petite trappe. En y fourrant la main, elle en tira quelques poignées de billets et des objets de valeur, dont son précieux peigne en écailles de tortue qu'elle fourra dans son sac à butin. Au premier étage, elle entendit le père Kaneshiro qui toussait à rendre l'âme. Elle sortit de la chambre et recouvra un peu ses esprits. 1 million de choses lui traversaient la tête et la panique en faisait partie. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, elle fit demi-tour et attrapa un journal qui traînait sur la table de l'entrée. Elle le roula et attrapa une bouteille d'essence à briquet qui trônait près d'un gros cendrier plein à ras-bord. Elle imbiba le journal de carburant, revint dans la chambre, l'alluma à la bougie de l'autel et jeta le quotidien enflammé sur le futon ensanglanté où gisait le corps froid de Madame Kaneshiro. Le tout s'embrasa en un instant et Hiroko, paniquée, rentra chez elle à toutes jambes, préférant les chemins de traverse pour n'y croiser personne. Le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça et une brigade spéciale de la police d'Okayama venait d'arriver après que le médecin appelé sur place par les pompiers n'ait constaté la nature criminelle de la mort de la propriétaire des lieux. Le vieil homme, lui, était entre la vie et la mort à l'hôpital, sauvé in extremis des flammes par les pompiers et les voisins, mais dans un état critique. Elle le dira plus tard lors de son procès, mais hormis cette peur d'être attrapée par la police et de partir en prison, elle se sentait soulagée, apaisée, presque bien. Lorsque ses enfants furent partis pour l'école, elle compta l'argent liquide qu'elle avait trouvé. Il y avait 18 000 yens, une somme suffisante pour rebondir, payer ses notes d'épicerie et nourrir ses enfants. Elle plia les vêtements qu'elle avait volés chez sa victime et passa une tenue propre et urbaine, puis prit le bus jusqu'à Okayama pour y vendre le fruit de son larcin. Elle n'avait sans doute pas apprécié la valeur de ce qu'elle avait emporté et fut surprise que le commerçant lui offre 150 000 yens pour le tout. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu, et elle voyait déjà tout ce qu'elle pourrait faire avec cette somme. L'éducation des enfants, l'hôpital pour son mari et une vie décente pour eux tous. Enfin. Elle prétexta une parente décédée et des vêtements qui encombraient ses placards, signa le reçu de son nom et rentra à Kanno par le prochain bus. Le soir même, ses poches pleines de billets, elle alla régler ses ardoises chez tous les commerçants et acheta de quoi faire un festin à sa famille. Le lendemain matin, la police locale, assistée de la brigade spéciale, enquêtait sur le meurtre et l'incendie volontaire et interrogeait les habitants sur d'éventuels suspects qui auraient pu être vus chez la victime le soir du meurtre. 2 voisins qui rentraient tard du travail avaient affirmé avoir vu quelqu'un qui ressemblait à Hiroko rentrer dans la cour de la ferme. Ils n'y avaient pas fait plus attention que cela, sachant bien qu'elle s'y rendait souvent. Suivant ce début de piste, un brigadier de Okayama prit des renseignements sur Madame Yamamoto Hiroko et fut vite renseigné sur la dette qu'elle avait contractée auprès de sa victime, sur ses ardoises payées rubis sur l'ongle le même jour après des mois de relance. Les commerçants interrogés par la police parlèrent même des mets de luxe qu'elle avait achetés la veille, plus habitués à la voir négocier des restes au plus bas prix. Intrigué et sûr de tenir une piste sérieuse, il continua ses investigations et apprit bien vite qu'elle avait pris le bus pour Okayama. Le chauffeur lui précisa qu'elle portait un gros furoshiki plein de textiles, probablement des vêtements qu'elle n'avait plus au retour.
Il contacta ses collègues du commissariat et, description de la suspecte en main, ils allèrent interroger les tailleurs et vendeurs de vêtements de la ville. Il n'y en avait pas des centaines. Alors ils tombèrent rapidement sur le bon qui leur donna même le reçu qu'elle avait signé de son nom, Yamamoto Hiroko. La police saisit les vêtements vendus et les montra aux filles de la victime qui les reconnurent au premier coup d'œil. L'un d'eux portait même encore son nom brodé sur une doublure. Celle qui était devenue la suspecte numéro 1 fut arrêtée au petit matin du 12 juin 1949 et avoua tout dans la foulée. Le jour de son arrestation, le père Kaneshiro mourut. À cette époque troublée où le Japon se reconstruisait et où les attaques et les crimes commis par le jeune parti communiste révolutionnaire japonais se multipliaient, le peuple demandait de la fermeté et une justice rapide, ce qui fut fait. Son procès commença le 3 septembre 1949 et d'entrée, le procureur demanda la peine capitale. Une histoire de ce genre n'avait rien pour attirer l'attention, mais un petit journaliste local essaya de faire pencher la balance en écrivant plusieurs articles sur ce crime de la misère et en les proposant à de grands quotidiens nationaux. Ces papiers attirèrent l'attention du grand écrivain Tanizaki Genichiro et l'auteur des 4 sœurs prit parti pour l'accuser, et avec lui les grandes plumes de gauche de l'époque qui cherchaient à mettre le doigt sur le contexte criminogène de cette profonde misère. Les premiers mouvements féministes, qui essayaient toujours de protéger le statut de la femme au foyer à cette époque, prirent eux aussi la défense de Hiroko et de nombreux témoignages plurent dans les journaux. Mais tout cela ne suffit pas à attendrir le juge Miyata qui la condamna à mort le 26 décembre 1946, faisant d'elle la première femme condamnée à la pendaison de l'après-guerre. Maître Togawa, militant communiste surveillé par la police et les yakuza, mais aussi grand défenseur des classes populaires, reprit le dossier et fit appel, invoquant de nombreuses entorses au code pénal et des vices de procédure, mais rien n'y fit. Le très conservateur juge de la haute cour d'Osaka confirma la peine capitale en appel le 10 juillet 1950. La Cour suprême du Japon confirma cette sentence le 10 juillet 1951 et elle fut transférée dans le couloir de la mort de la prison d'Osaka, où elle découvrit le bouddhisme grâce à un moine visiteur de prison. De confession shinto, elle changea de foi et se mit à apprendre les textes sacrés récitant chaque jour des prières pour sa victime. Les 3 ans et demi qui suivirent sa condamnation furent emplis de prières et de contritions jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne bouleverser une fois de plus sa vie. Suite aux différentes enquêtes menées par la police autour du meurtre de Madame Kaneshiro, des langues s'étaient déliées et avaient conduit la police à fouiller un peu dans le passé des victimes et celui de la famille de Hiroko. Il était apparu que le père mystérieux de la condamnée n'était autre que M. Kaneshiro qui, des années durant, avait envoyé de l'argent à la mère de la petite pour assurer son éducation. Ce qui expliquait aussi l'attitude qu'il avait eue avec elle lorsqu'elle travaillait à la ferme et, si elle était au courant, celle de la mère Kaneshiro et son acharnement. Cette révélation lui fit l'effet d'un électrochoc et son attitude changea. Mutique, elle cessa de prier et ne parla plus de religion, ni même de ses enfants qui étaient pourtant le centre de ses conversations. Petit à petit, elle se plaint de maux de tête violents et accusa une force mystérieuse de lui envoyer des rayons d'ondes radio-concentrées pour la rendre folle. Son comportement et ses gestes devenaient de plus en plus incohérents et, pour couronner le tout, le médecin de la prison lui diagnostiqua la tuberculose lors d'un de ses nombreux séjours à l'infirmerie. Son état physique et mental se dégrada rapidement à tel point que le ministère de la Justice décida de surseoir à son exécution, le temps pour elle de se rétablir ou d'établir un diagnostic psychiatrique. Le 2 septembre 1969, presque 20 ans après sa condamnation à mort, le ministre de la Justice signa sa grâce et commua sa sentence en prison à perpétuité. Le 18, elle fut envoyée à la prison médicale de Hachioji où son état se stabilisa pour un temps. Mais la tuberculose et une santé déjà fragile firent leur œuvre de destruction et elle dut être transférée dans une unité spéciale à la prison de Wakayama le 24 février 1972. Elle y vécut encore quelque temps, amaigrie, défigurée par la maladie et plongée dans une démence silencieuse et terrible, ne reconnaissant même plus ses enfants. Le 29 juillet 1977, elle fut une nouvelle fois transférée pour raison médicale, étant clairement en fin de vie et n'ayant plus rien à faire en centre de détention.
Elle fut installée dans un sanatorium de Yamato Koriyama, près de Nara, où elle finit ses jours le 4 mars 1978, dans l'oubli et l'indifférence générale. Elle repose près de sa mère dans son village de Kanno, face aux rizières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des sorties à venir. Si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip et en allant faire un petit tour sur la boutique satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD des musiques originales de la chaîne et pas mal de goodies. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur la boutique Spreadshirt où je sors régulièrement de nouveaux modèles et des designs à durée limitée. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook et sur le Discord pour y échanger calmement. Je vous laisse, cette sombre période n'a pas fini de me faire découvrir de nouvelles affaires que je ne tarderai pas à vous partager. Matane.